Typhon, de Joseph Conrad. Traduit de l'anglais par André Gide. À mon ami André Ruiters. Toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Charles Baudelaire. Chapitre 1. L'aspect du capitaine Macquarie, pour autant qu'on pouvait en juger, faisait pendant exact à son esprit et n'offrait caractéristiques bien marquées de bêtise, non plus que de fermeté. Il n'offrait caractéristique aucune. Macquarie paraissait quelconque, apathique et indifférent. Tout au plus pouvait-on parler parfois de son apparente timidité. Cela venait de ce que, à terre, il avait l'habitude, assis dans les bureaux maritimes, de rester les regards baissés et vaguement souriants. S'il relevait les yeux, on remarquait que ses yeux étaient bleus et que leur regard était droit. Des cheveux blonds et extrêmement fins encerclaient d'un duvet soyeux le dôme chauve de son crâne, d'une tempe à l'autre. Sur sa face hâlée, par contre, le poil roux et flamboyant semblait une poussée de fil de cuivre coupée au ras de la lèvre. Sur le plat des joues et d'aussi près qu'il se rasa, des lueurs de métal et de feu passaient dès qu'il tournait la tête. Il était d'une taille plutôt au-dessous de la moyenne, légèrement voûté et de membrure si vigoureuse que ses vêtements paraissaient toujours un rien trop étroit pour ses bras et ses jambes. Incapable de concevoir ce qui est dû aux différences de l'attitude, il portait toujours et partout un chapeau melon brun, un complet de teinte brunâtre et d'inélégantes bottes noires. Cet accoutrement peu marin donnait à sa tournure épaisse un air d'élégance étrange et guindé. Une mince chaîne d'argent barrait son gilet, et jamais il ne quittait son navire pour aller à terre sans serrer dans son poing puissant et velu un élégant parapluie de toute première qualité, mais presque toujours déroulé. « Permettez, capitaine », lui disait alors sur un ton plein de déférence le jeune Jukes, son second, qui l'escortait jusqu'à la passerelle, et s'emparant dévotement du riflard, il en secouait les plis, leur redonnait de l'ordre, et autour de la tige qu'il tenait verticale, les roulait en un rien de temps. Il accomplissait cette cérémonie avec un visage empreint d'une augurale gravité, et M. Salomon Rout, le mécanicien en chef qui envoyait la fumée de son cigare du matin par-dessus la claire-voie, détournait la tête pour cacher un sourire. « C'est vrai, le sacré riflard. Merci bien, Jukes, merci. » grommelait le capitaine Macquarie cordialement, sans lever les yeux, en reprenant le parapluie. N'ayant d'imagination que tout juste ce qu'il en fallait pour le porter d'un jour à l'autre, et pas plus, il demeurait tranquillement sûr de lui, sans pourtant jamais se monter le cou. C'est l'imagination qui nous rend susceptibles, arrogants et difficiles à contenter. Tout navire commandé par le capitaine Macquarie devenait le flottant asile de l'harmonie et de la paix. À vrai dire, les écarts fantaisistes lui étaient aussi interdits que le montage d'un chronomètre aux mécaniciens qui ne pourraient disposer que d'un marteau de 2 livres et d'une scie. Et cependant, ces vies sans intérêt, entièrement absorbées par l'actualité la plus simple et la plus immédiate, ont leur côté mystérieux. Comment comprendre, dans le cas de Macquarie par exemple, quelle influence au monde avait bien pu pousser cet enfant parfaitement soumis, ce fils d'un petit épicier de Belfast, à s'enfuir sur la mer. Il n'avait que 15 ans quand il avait fait ce coup-là. Cet exemple suffit, pour peu qu'on y réfléchisse, à suggérer l'idée d'une immense, puissante et invisible main, prête à s'abattre sur la fourmilière de notre globe, à saisir chacun de nous par les épaules, à entrechoquer nos têtes et à précipiter dans des directions inattendues et vers d'inconcevables buts nos forces inconscientes. Son père ne lui pardonna jamais complètement cette insubordination stupide. On pouvait bien se passer de lui, avait-il coutume de dire plus tard, mais les affaires sont les affaires, et un fils unique encore. Sa mère versa maintes larmes après sa disparition. Comme l'idée de laisser un mot derrière ne lui était pas venue à l'esprit, il fut pleuré comme mort, jusqu'au jour où, 8 mois après, sa première lettre arriva, datée de Talcahuano. Elle était courte. On y lisait « Nous avons eu très beau temps pour la traversée. » Évidemment, dans l'esprit de Macquarie fils, la seule nouvelle importante de sa lettre était celle-ci.
Son capitaine l'avait, le jour même, inscrit régulièrement comme matelot de pont, matelot de 3e classe, parce que je sais faire le travail, expliquait-il. La mère pleura de nouveau abondamment. Le père traduisit son émotion par ces mots. « Quel âne que ce Paul !» Maquer père était un homme corpulent, qui, jusqu'à la fin de ses jours, exerça contre son fils une ironie latente, mêlée d'une ombre de pitié comme envers un être borné. Les visites de Maquer fils étaient nécessairement rares, mais dans le cours des années qui suivirent, il écrivit parfois à ses parents pour les tenir au courant de ses promotions successives et de mouvements sur le vaste globe. Dans ces missives, on pouvait trouver des phrases comme celle-ci. « Il fait sérieusement chaud ici » ou encore « À 4 heures après-midi le jour de Noël, nous avons croisé des icebergs ». Les vieux parents apprirent à connaître un grand nombre de noms de navires, avec les noms des capitaines qui les commandaient, avec les noms d'armateurs écossais et anglais, un grand nombre de noms de mers, d'océans, de détroits, de promontoires, et les noms de ports étranges, aux entrepôts de bois de charpente, aux entrepôts de riz, aux entrepôts de coton, un grand nombre de noms d'îles, et le nom de la fiancée de leur fils. Elle s'appelait Lucie. Il ne lui venait pas à l'idée de dire si ce nom lui semblait joli. Puis les vieux moururent. Le grand jour du mariage de Maquer arriva en temps voulu, suivant de près le grand jour où il obtint son premier commandement. Tous ces événements avaient eu lieu nombre d'années avant certains matins, où, debout dans le rouf du vapeur Nanshan, Maquer considérait la baisse d'un baromètre dont il n'avait aucune raison de se défier. La baisse, étant donné l'excellence de l'instrument, le moment de l'année et la position du navire sur l'écorce terrestre, était certes de mauvais augure, mais la face rouge de l'homme ne trahissait aucun trouble intérieur. Les présages n'existaient point pour lui, et la signification d'une prophétie ne savait lui apparaître qu'après que l'événement l'avait surpris. « Pas d'erreur, c'est une baisse », pensait-il. « Il doit faire là-bas un sale temps peu ordinaire. » Le Nanshan, venant du sud, faisait route vers le port de commerce de Fuchweu, avec quelques cargaisons dans ses cales et 200 coolies chinois qu'on rapatriait dans les villages de la province de Fukien, après plusieurs années de travail dans différentes colonies tropicales. La matinée était belle. La mer d'huile se soulevait et s'abaissait uniformément lisse, et il y avait dans le ciel une extraordinaire tache d'un blanc de brouillard, semblable à un halo de soleil. Sur le gaillard d'avant, où s'entassaient les Chinois, parmi le ramassis d'habits sombres, de faces jaunes, de queues de cheveux, luisaient nombre d'épaules nues, car il ne faisait pas de vent et la chaleur était étouffante. Les coolies flânaient, parlaient, fumaient ou regardaient d'un air morne par-dessus la lisse. Quelques-uns, tirant de l'eau le long des flancs du navire, se douchaient mutuellement. Quelques autres dormaient sur les panneaux. D'autres encore, par petits groupes de 6, étaient assis sur leurs talons, autour des plateaux de fer chargés de minuscules tasses de thé et d'assiettes de riz. Chacun de ces célestes, sans exception, emportait avec lui tout ce qu'il possédait dans le monde. Une petite malle au coin de cuivre avec un anneau cadenas, renfermant quelques vêtements de cérémonie, des bâtons d'encens, un peu d'opium peut-être, on ne sait quelle vieillerie sans valeur et sans nom, plus un petit trésor de dollars d'argent, gagné péniblement sur des chalands à charbon, dans des maisons de jeu ou dans le petit négoce, arraché avec peine à la terre, acquis à la sueur de leur front dans des mines, sur des lignes de chemin de fer, dans la jungle mortelle ou sous le faix de lourds fardeaux, patiemment amassés, gardés avec soin, chéris avec férocité. Vers 10 heures, une houle traversière venant de la direction du détroit de Formose s'était élevée, sans déranger beaucoup ses passagers, car le Nanshan, avec son fond plat, sa ceinture d'accostage et sa grande largeur de mètre couple, méritait sa réputation de tenir exceptionnellement bien la mer. Monsieur Jukes, dans ses moments d'expansion à terre, proclamait bruyamment que la vieille camarade était aussi bonne que belle. Jamais il ne serait venu à l'esprit du capitaine Maquer d'exprimer son opinion, si favorable qu'elle fût, aussi haut ou en termes aussi fantaisistes. Le Nanshan était incontestablement un bon navire, et presque neuf.
Il avait été construit à Dumbarton, moins de 3 années auparavant, sur les instructions de la maison de commerce Sig et Fils de Siam. Quand il fut mis à flot, parachevé dans ses moindres détails et prêt à entreprendre le travail de toute sa vie, les constructeurs le contemplèrent avec orgueil. « Sig nous a demandé un capitaine de confiance », rappela l'un des associés, et l'autre, après avoir réfléchi quelque temps, dit « Je crois bien que Macquarie est à terre en ce moment. »« Vous croyez ? Alors télégraphiez-lui immédiatement. C'est l'homme qu'il nous faut », déclara l'aîné sans un moment d'hésitation. Le matin suivant, Macquarie se tenait devant eux, imperturbable. Il avait quitté Londres par l'express de minuit après des adieux brusqués à sa femme. « Il ne serait pas mauvais que nous allions inspecter le navire ensemble, capitaine, » dit l'aîné des associés. Et les 3 hommes se mirent en route pour examiner les perfections du Nanshan, de l'étrave à la poupe, de la carlingue aux pommes de ses 2 mâts trapus. Le capitaine Macquarie avait commencé par ôter son paletot qu'il accrocha à l'extrémité d'un petit treuil à vapeur, synthèse des raffinements les plus modernes. « Mon oncle a écrit hier pour vous recommander à nos bons amis, messieurs Sig, vous savez bien, et ils vous laisseront sans doute le commandement, » dit le plus jeune des associés. « Vous pourrez vous vanter de commander le plus docile navire de ce tonnage qu'on puisse voir sur les côtes de Chine, capitaine, » ajouta-t-il. « Croyez ? Merci bien. » bredouilla confusément Macquarie. Devant les éventualités lointaines, il demeurait aussi indifférent qu'un touriste myope devant la beauté d'un vaste paysage. Et ses yeux, au même moment, se posant par hasard sur la serrure de la porte de la cabine, il se dirigea vers celle-ci d'un air absorbé et commença d'en secouer la poignée avec vigueur, tout en protestant de sa voix sérieuse et basse. « On ne peut plus se fier aux ouvriers aujourd'hui. Voici une serrure. C'est tout flambant neuf et ça ne marche pas du tout. Ça bloque. Tenez, tenez !» Aussitôt qu'ils se trouvèrent seuls dans leur bureau, à l'autre bout du chantier, « Vous avez chanté l'éloge de cet individu à Sig, mais j'aimerais savoir ce que vous appréciez en lui, » demanda le neveu avec un léger mépris. « Je reconnais qu'il n'a rien d'un capitaine de roman, si c'est cela que vous voulez dire, » répondit l'aîné sèchement. « Est-ce que le contremaître des menuisiers du Nanshan est dehors ? Entrez, Bates. Comment se fait-il que vous laissiez les hommes de Tate nous poser une serrure défectueuse à la porte de la cabine ? Le capitaine l'a remarqué du premier coup. Faites-en mettre une autre tout de suite. Les petites pailles, Bates, les petites pailles. » La serrure fut donc remplacée. Et peu de jours après, le Nanshan s'élançait vers l'est sans que Macquarie eût fait aucune nouvelle remarque au sujet des aménagements, ni qu'on lui eût entendu proférer un seul mot d'orgueil à propos de son navire, de reconnaissance pour sa nomination ou de satisfaction devant les perspectives de son avenir. De tempérament non plus loquace que taciturne, il trouvait à vrai dire très rarement l'occasion de parler. Restaient naturellement les questions de service, instruction, ordre, etc., mais le passé étant à ses yeux bien passé et le futur n'étant pas encore, il estimait que les menus événements de chaque jour ne méritent pas, le plus souvent, de commentaires, et que les faits parlent d'eux-mêmes avec une insurpassable précision. Le vieux monsieur Sig aimait les hommes de peu de mots, ceux qu'on est sûr qui ne chercheront pas à brocher sur les instructions. Macquarie, qui possédait les qualités requises, fut maintenu au commandement du Nanshan dont il dirigeait par les mers de Chine les courses précautionneuses. Le navire avait été déclaré et inscrit sur le registre maritime britannique, mais au bout d'un certain temps, M. Sig avait jugé plus expédient de le transférer sous les couleurs siamoises. À la nouvelle du transfert projeté, Dukes s'agita comme sous le coup d'un affront personnel. Il se promenait en grommelant et en faisant entendre de petits ricanements de mépris. « Non, mais vous voyez avec un grotesque éléphant d'arche de Noé sur le pavillon du navire ?» dit-il une fois à la porte de la chambre des machines. « Je veux être pendu si je supporte ça. Je leur collerai ma démission. Est-ce que ça ne vous dégoûte pas, vous, monsieur Raut ?» Le chef mécanicien se contenta de s'éclaircir la voix de l'air d'un homme qui sait ce que « coller sa démission » veut dire. La première fois que le nouveau pavillon flotta à l'arrière du Nanshan, Dukes le contempla amèrement de la passerelle. Il lutta quelque temps avec ses sentiments, puis remarqua. « Cocasse tout de même de se balader sous un pavillon pareil. Trouvez pas, capitaine ?»« Qu'est-ce qui lui manque à ce pavillon ?» demanda le capitaine. « Je le trouve tout à fait correct, moi. » Et il se dirigea vers l'extrémité de la passerelle pour le mieux voir. « Eh bien, moi, je le trouve cocasse !» cria Dukes outré, en quittant brusquement la passerelle.
Le capitaine Macquarie fut consterné par une telle façon d'agir. Peu de temps après, il entra tranquillement dans le ROUF et ouvrit le Code international des signaux à la planche où les pavillons de toutes les nations étaient dûment représentés en rangs de couleurs voyantes. Il fit courir son doigt le long des rangs, et lorsqu'il arriva au Siam, il contempla avec une grande attention le champ rouge et l'éléphant blanc. Rien n'était plus simple, mais afin de s'assurer davantage, il emporta le livre sur la passerelle. Il voulait comparer le dessin colorié à l'objet réel qui flottait au mât de pavillon d'arrière. Quand Jukes, qui s'acquitta ce jour-là de son service avec une espèce de fureur réprimée, se trouva de nouveau sur la passerelle, son capitaine lui dit « Il n'y manque rien à ce drapeau. »« N'y manque rien ?» marmotta Jukes en se jetant à genoux devant un caisson, d'où il sortit rageusement une ligne de sonde de rechange. « Non, j'ai cherché dans le livre, le battant 2 fois le guindant et l'éléphant exactement dans le milieu. Je me doutais bien qu'à terre on saurait fabriquer le pavillon local, cela va de soi. C'est vous qui êtes dans l'erreur, Jukes. »« Eh bien, capitaine, » commença Jukes en se relevant d'un bond, « tout ce que je puis dire... » Et ses mains tremblantes s'exaspéraient à démêler la glaine du fil de sonde. « Ça va bien, reprit le capitaine en manière d'apaisement. Il était pesamment assis sur un petit pliant de toile qu'il affectionnait spécialement. « Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre soin qu'ils ne hissent pas l'éléphant la tête en bas tant qu'ils n'y sont pas tout à fait habitués. » Jukes lança la nouvelle ligne de sonde sur le gaillard d'avant et, bruyamment, « Oh là, maître d'équipage, ayez bien soin qu'elle trempe entièrement !» Puis il se retourna vers son capitaine avec résolution. Mais Macquarie, en étendant confortablement ses coudes sur la rambarde de la passerelle, continuait. « Parce que je suppose que ça serait interprété comme un signal de détresse, qu'en pensez-vous ? Moi, j'imagine que l'éléphant représente quelque chose comme l'Union Jack dans le pavillon. »« Ah, vous croyez ?» glapit Jukes d'une telle voix que toutes les têtes sur le pont du Nanshan se retournèrent. Alors il poussa un soupir, puis, soudain résigné, « Pour sûr que ça ferait un sacré signal de détresse, » conclut-il débonnairement. Plus tard, le même jour, il accosta le chef mécanicien avec un confidentiel « Écoutez que je vous raconte la dernière du vieux. » Monsieur Salomon Rout, que l'on nommait communément Sol le Long, ou le Vieux Sol, ou Père Rout, se trouvait presque invariablement l'homme le plus grand à bord de tous les navires sur lesquels il servait. D'où l'habitude qu'il avait prise de se pencher avec condescendance et flegme vers ses interlocuteurs. Ses cheveux étaient rares et couleur de sable, ses joues plates étaient décolorées, ainsi que ses poignets osseux et ses longues mains d'homme d'étude, comme s'il eût vécu dans l'ombre toute sa vie. Il sourit de son haut à Jukes, sans arrêter de fumer et de regarder placidement autour de lui, à la manière d'un bon oncle qui prêterait une oreille complaisante au récit d'un écolier surexcité. Au demeurant fort amusé, mais sans le laisser voir, il demanda « Et lui avez-vous collé votre démission ?»« Non !» cria Jukes, élevant une voix lasse et découragée au-dessous du grincement discordant des treuils à friction. Ceux-ci se démenaient furieusement, activant les longs mâts de charge au bout desquels pendaient les élingues raidis par d'énormes ballots qu'ils laissaient choir négligemment à extrémité de course. Les chaînes de charge gémissaient dans les chapes des poulies, tintaient contre les îloirs, cliquetaient sur les bords du navire, et le Nanshan tout entier frémissait, enveloppant de vapeur ses flancs gris. « Non !» cria Jukes. « À quoi bon ? Autant fiche ma démission à cette cloison. Un homme comme ça, il n'y a moyen de lui faire rien comprendre. Il m'estomaque positivement. » À ce moment, le capitaine Macquarie, revenant de terre, traversa le pont, parapluie en main, escorté par un Chinois lugubre et flegmatique qui marchait par derrière dans des souliers de soie à semelles de papier et qui portait lui aussi un parapluie. Le capitaine du Nanshan, parlant à peine distinctement et, comme d'habitude, contemplant la pointe de ses bottes, observa qu'il serait nécessaire cette fois-ci de faire escale à Foocheou et qu'il désirait que M. Rout mît sous pression pour demain après-midi à une heure précise. Il repoussa son chapeau en arrière pour s'éponger le front tout en remarquant que, de toute façon, il avait horreur d'aller à terre, tandis que, le dépassant de la tête sans daigner répondre un mot, M. Rout fumait avec austérité, tout en caressant son coude droit de la main gauche. Puis, de cette même voix basse, Jukes reçut l'ordre de débarrasser l'entrepont d'avant. On allait installer là 200 coulis que la compagnie Bonin rapatriait.
Un sampan allait tantôt apporter 25 sacs de riz pour servir à leur nourriture. « Ce sont tous des engagés de 7 ans, dit le capitaine Macquarie, et ils ont chacun un coffre en bois de camphrier. Le charpentier devait immédiatement commencer à clouer des lattes de 3 pouces le long de l'entrepont, de l'avant à l'arrière, afin d'empêcher ces coffres de chahuter quand il y aurait de la mer. Jukes ferait mieux de s'en occuper tout de suite. Vous entendez, Jukes? Quant à ce Chinois-ci, il accompagnait le navire jusqu'à Fu-Cheu où il pourrait servir d'interprète. C'était le commis de Boon Hin qui désirait se rendre compte de l'espace disponible. Jukes aurait à le conduire à l'avant. Vous entendez, Jukes? Jukes prit soin de ponctuer ses instructions de l'obligatoire « Oui, capitaine », proféré sans enthousiasme aux endroits voulus. Un brusque « Amène-toi, John, tâche à regarder voir », mit le Chinois en mouvement derrière ses talons. « Voir partout si tu veux, toi regarder partout pareil », dit Jukes, qui n'avait aucune disposition pour les langues étrangères et trouvait le moyen de massacrer cruellement même le Pidgin. Il montra du doigt le panneau ouvert. « Place premier choix pour coucher. Toi bien voir, hein ?» Il était bourru comme il convient quand on se sent de race supérieure, mais non pas hostile. Le Chinois contemplait tristement et silencieusement l'obscurité de l'écoutille, comme s'il se tenait à l'entrée d'un tombeau. « Pas tomber pluie là en bas, tu vois ?» continuait Jukes. « Suppose toujours beau temps, comme ça, le coulis monte en haut. Fais comme ça. Pouh !» Il dilata sa poitrine et gonfla ses joues. « Compris, John? Respirez air frais. Bon, hein? Lui, lavez pantalon, mangez chow-chow en haut. Compris, John? » Son imagination s'échauffait. Jouant de la bouche et des mains, il faisait simulacre de manger du riz et de laver des vêtements, et le Chinois, qui dissimulait la méfiance que lui inspirait cette pantomime sous un air recueilli, nuancé d'une délicate et subtile mélancolie, promenait ses yeux en amande de Jukes au panneau et du panneau à Jukes. « Très bien, » murmura-t-il d'une voix basse et désolée. Puis, glissant le long des ponts, contournant les obstacles, il disparut soudain dans un plongeon, sous une élingue chargée de 10 sacs poussiéreux, emplis de je ne sais quelle précieuse marchandise à odeur nauséabonde. Le capitaine Macquarie, cependant, s'était rendu sur la passerelle, puis dans la chambre des cartes où traînait une lettre commencée depuis 2 jours, une de ces longues lettres à sa femme qui toutes débutaient par ces mots « Mon épouse chérie », et dont le steward avait tout le loisir de se repaître entre 2 coups de plumeau donnés au chronomètre ou 2 coups de balai au plancher. Les minutieux détails sur chaque sortie du Nanshan intéressaient invraisemblablement le steward beaucoup plus que la femme à qui ces relations étaient destinées. Ces pages, interminablement pleines de la constatation laborieuse des seuls menus faits auxquels la conscience de Macquarie fut sensible, allaient trouver Madame Macquarie dans la banlieue nord de Londres. Une petite maison avec un bout de jardin devant les fenêtres en saillie, un portique de décente apparence, une porte d'entrée avec des vitres de couleur dans un encadrement de plomb en imitation. Il payait 45 livres par an pour cela et ne trouvait pas le loyer trop élevé, car Madame Macquarie, personne revêche, au cou décharné et aux manières prétentieuses, était de bonne naissance et avait connu des jours meilleurs. On la considérait dans le voisinage comme tout à fait supérieure. L'unique secret de sa vie était la honteuse terreur du jour où son mari rentrerait à la maison et y habiterait pour de bon. Sous ce même toit vivaient également sa fille Lydia et son fils Tom. Tous deux ne connaissaient que très peu leur père. Le capitaine n'était pour eux guère plus qu'un visiteur rare et privilégié qui, le soir, fumait sa pipe dans la salle à manger et qui restait à coucher. Lydia, fillette languissante, était plutôt choquée par ses façons. Quant à Tom, à la manière des jeunes garçons, il manifestait une complète indifférence, franche, naturelle et charmante. Et 12 fois par an, le capitaine Macquarie correspondait ainsi du fond des mers de Chine, demandant qu'on le rappelât au souvenir de ses enfants, et signant « Ton mari qui t'aime » avec un calme parfait, comme si ces mots usés déjà par tant de générations eussent perdu leur signification et ne dussent plus servir que pour la forme. Les mers de Chine, du nord au sud, sont des mers étroites, des mers semées de traverses prévues ou imprévues, telles que bancs de sable, îles, récifs, courants changeants et rapides, menus événements quotidiens dont le langage inarticulé est clairement compris par les marins.
Cette indistincte et sincère éloquence des faits s'adressait fortement et précisément au sens des réalités que possédait le capitaine Macquarie. Aussi celui-ci, abandonnant sa chambre d'en bas, vivait-il pratiquement sur la passerelle de son navire. Il s'y faisait souvent monter son repas et dormait la nuit dans la chambre de veille. C'est là qu'il rédigeait ses lettres à sa femme. Chacune d'elles, sans exception, contenait cette phrase. « Il a fait très beau temps pendant ce voyage », ou, sous quelque forme presque semblable, une semblable constatation. Et cette constatation, dans sa merveilleuse persistance, était aussi parfaitement exacte que quelque autre constatation que contint la lettre. Monsieur Rout, lui aussi, écrivait des lettres, mais personne à bord ne pouvait savoir à quel point il avait la plume bavarde, car lui, du moins, avait assez d'imagination pour tenir son bureau fermé à clé. Sa femme se délectait à son style. C'était un couple sans enfants, et Madame Rout, grande personne joviale de 40 ans à poitrine opulente, occupait, avec la vénérable et décrépite mère de Monsieur Rout, un petit cottage près de Teddington. Elle parcourait sa correspondance au déjeuner du matin, avec des yeux animés, déclamant d'une voix joyeuse les passages susceptibles d'intéresser la vieille. Elle faisait précéder chaque extrait du cri avertisseur de « Salomon dit », car la vieille dame était sourde. Madame Rout fils ne se retenait pas de jeter également à la tête des étrangers qui venaient la voir ces oracles de Salomon, et parfois les visiteurs restaient quelque peu déconcertés par le ton inopinément bizarre et jovial de ces citations. Le jour où le nouveau pasteur fit sa première visite au cottage, elle trouva l'occasion de lancer « Comme dit Salomon, les mécaniciens qui naviguent contemplent les merveilles de la nature marine ». Quand un soudain changement d'attitude du pasteur la fit s'arrêter, ébahi. « Salomon, oh, Madame Rout, bégaya le jeune homme tout rougissant. Je dois vous dire que je ne... Mais c'est mon mari, cria-t-elle alors. Puis, se rendant compte de la méprise, elle partit d'un rire immodéré, un mouchoir devant les yeux et toute renversée sur sa chaise, tandis que le pasteur restait assis, un sourire contraint sur les lèvres, persuadé dans son inexpérience des femmes joviales que celle-ci devait être folle alliée. Par la suite, ils devinrent d'excellents amis. Dès que le pasteur eut pu se convaincre qu'elle n'était coupable d'aucune intention irrévérencieuse, Madame Rout reparut à ses yeux ce qu'elle était, une très digne personne. Et bientôt, il apprit à entendre sans sourciller d'autres bribes de la sagesse de Salomon. « Pour ce qui est de moi, avait-il dit un jour à ce que rapportait sa femme, je préfère un âne batté à un coquin pour capitaine. Une brute, il y a encore moyen de la prendre, mais un coquin, c'est malin, ça vous glisse entre les doigts. » Induction gratuite tirée du cas particulier du capitaine Macquarie, dont l'honnêteté évidente avait le poids et l'épaisseur d'un bloc d'argile. Monsieur Jukes, lui, célibataire et incapable de généralisation, avait pour confident habituel un vieux camarade de bord, actuellement second officier d'un transatlantique. C'est à lui qu'il ouvrait son cœur, insistant d'abord sur les avantages de la navigation de commerce en Extrême-Orient, avec des allusions au trafic occidental qu'il dépréciait d'autant. Il exaltait les ciels, les mers, les navires, la vie facile. Le Nanshan, certifiait-il, n'avait pas son pareil pour tenir la mer. « Ici, pas d'uniforme chamarré », disaient ses lettres. « Ici, nous sommes tous des frères. Les repas se prennent en commun. C'est une vie de coq en pâte. Les pieds noirs sont aussi décents qu'on peut souhaiter pour des gens comme ça. Le vieux Sol, le chef, est un bon zig. Nous sommes bons amis. Quant au vieux, on n'imagine pas un capitaine plus placide. Par moments, tu jurerais qu'il est trop bête pour voir quoi que ce soit qui cloche. Mais non, ce n'est pas cela. Ça ne peut pas être. Il commande depuis un assez bon nombre d'années. Ses ordres ne sont jamais stupides, et, ma foi, il dirige fort passablement son navire sans embêter personne. Je me dis parfois qu'il n'a pas assez de cervelle pour oser se lancer dans des remontrances, mais je ne cherche pas à en tirer avantage. Vrai, je ne trouverais pas ça bien. En dehors de la routine du service, il n'a pas l'air de comprendre la moitié de ce qu'on lui dit. Parfois, on en plaisante. Mais à la longue, ça paraît un peu morne d'avoir à vivre avec un homme comme ça. Le vieux Rout prétend qu'il n'a pas beaucoup de conversation. De conversation, Seigneur, il n'ouvre jamais la bouche. L'autre jour, je bavardais avec l'un des mécaniciens sous la passerelle. Macquarie doit nous avoir entendus.
Quand je suis monté pour prendre le car, il est sorti du roof, a bien regardé tout alentour, a louché sur les feux de côté, jeté les yeux sur les compas, reluqué les étoiles, bref, les simagrées habituelles. Puis, au bout d'un moment, « C'était pas vous qui parliez tantôt dans la coursive de bâbord ?»« Si fait, capitaine. »« Avec le troisième ?»« Oui, capitaine. » Là-dessus, il se retire à tribord où il s'assied à l'abri du cagnard sur son petit pliant et pendant une demi-heure peut-être n'émet plus un son. Si, pourtant, il a éternué. Puis je l'entends là-bas qui se lève. Il s'amène à pas lents jusqu'à bâbord où j'étais. « J'arrive pas à comprendre ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter, » me dit-il. « 2 bonnes heures. Je ne vous blâme pas. Moi, je vois à terre des gens qui ne font que ça toute la journée et qui, le soir, s'assoient et continuent tout en buvant. Il faut croire qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Je n'arrive pas à comprendre. »« As-tu jamais rien entendu de pareil ? Et tout cela dit d'un ton si patient. Vrai, je me sentais tout apitoyé. Mais quelquefois, tout de même, il m'exaspère. Naturellement, on ne voudrait rien faire qui le froisse, et même pour le bon motif, mais rien ne le froisse. On lui ferait un pied de nez qu'il demanderait innocemment et gravement « Qu'est-ce qui vous prend ?» Il s'étonne comme un enfant. Un jour, il m'a dit du ton le plus naturel qu'il trouvait par trop difficile de découvrir ce qui agitait les hommes d'une manière si bizarre. Mais en vérité, il est trop épais pour s'en tourmenter. Ainsi parlait Jukes à son ami que retenaient les mers occidentales, sous la dictée de son cœur et donnant libre cours à sa fantaisie. Il exprimait ce qu'il pensait en toute franchise. Ça ne valait pas la peine de chercher à émouvoir un homme pareil. Si le monde eût été peuplé de Maqueur, la vie fût sans doute apparue à Jukes comme une affaire insipide et de médiocre profit. Il n'était pas seul de cette opinion. On eût dit que la mère elle-même, épousant la cordiale indulgence de Jukes, jugeait inutile de se jamais mettre en frais pour secouer de sa torpeur cet homme taciturne qui rarement levait les yeux sur elle. Il se promenait innocemment sur les eaux dans le seul but bien apparent de subvenir à la nourriture, aux vêtements et au loyer des 3 siens qu'il avait laissés à terre. Des sales temps, il en avait connu, parbleu. Il avait été saucé, secoué, fatigué comme de juste. Mais tout cela dont on souffrait le jour même était oublié le jour suivant. Si bien qu'à tout prendre, il avait raison, dans les lettres à sa femme, de parler toujours du beau temps. Mais la force inquiète des flots, mais leurs courroux impondérables, le courroux qui passe et retombe et qui n'est jamais apaisé, le courroux et l'emportement passionné de la mer, voilà ce qu'il ne lui avait jamais été donné d'entrevoir. Il savait que cela existe, comme nous savons que le crime et les abominations existent. Il avait entendu parler de cela, comme le paisible citoyen d'une grande ville peut avoir entendu parler de batailles, de famines, d'inondations, sans se représenter aucunement ce que ces mots signifient, encore qu'il ait été mêlé peut-être dans la rue à quelques bagarres, qu'un jour il ait été forcé de se passer de dîner ou trempé jusqu'aux os dans une averse. Le capitaine Maqueur avait parcouru la surface des océans, comme certaines gens glissent toute leur vie durant à la surface de l'existence, qui se coucheront enfin tranquillement et décemment dans la tombe, qui n'auront rien connu de la vie, qui n'auront jamais eu l'occasion de rien connaître de ses perfidies, de ses violences, de ses terreurs. Sur terre et sur mer, il existe de ces gens ainsi favorisés, ou ainsi dédaignés par le destin et par la mer.